monde, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Évidemment, on n'est pas en direct, mais j'ai toujours la chance d'avoir des super bons invités. Aujourd'hui, j'ai Gaël Quérol, qui est VP Service Conseil chez Havas. Puis on va vraiment aller en profondeur un peu plus sur son rôle, puis qu'est-ce que c'est un ou une VP des services conseils en agence, comment tu es rendu là, comment tu gères tes équipes. Fait que, écoute, je suis super excité pour cette conversation. Moi aussi. Mais avant tout, merci Gaël d'avoir accepté mon invitation. Si tu savais le nombre de fois qu'on m'appelle Kérol ou Carole, tu serais franchement surpris. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Cool. Fait que, écoute, commençons par le début. Qu'est-ce que tu dis? Ben bon, Havas, c'est une agence de communication. On ne va pas trop rentrer dans ce que vous faites. Je pense que c'est assez évident pour beaucoup de monde qui connaissent le nom. Mais toi, comment est-ce que tu décris ce que tu fais au sein de l'agence? Je suis en charge du service conseil. Le service conseil, donc l'agence est séparée. Des agences de pub, en général, c'est séparé en 4 divisions. Stratégie, création. La 4e, c'est ce que j'appelle production, qui est souvent liée à la création, puis le service conseil. La stratégie s'assure de mettre des racines dans tout ce qu'on fait, de rendre les idées pertinentes. La création s'assure de faire une différence, donc de trouver quelque chose qui sort un peu du lot. Et le service conseil s'assure de garder ça légitime. Donc, est-ce que ça fit avec le client? Est-ce que ça répond à leurs besoins? Est-ce que quand je parle de cette façon-là, est-ce que vraiment j'entends mon client parler comme ça? Donc, il y a un côté légitimité. Donc, un premier rôle, c'est vraiment au niveau légitimiser, gérer la relation client, donc à propos du client. Okay. Le deuxième rôle, c'est très chef d'orchestre. Donc, c'est les organisateurs. Fait que mon équipe, c'est les organisateurs des différents projets à l'interne. Donc, on fait les échéanciers, on fait les budgets, on signe tout, on arrange toute l'administration. Puis après ça, ils prennent mes équipes prennent ensuite le rôle de leader à travers toutes les étapes du projet jusqu'à la livraison, en fait, des différents mandats. Et puis, le troisième élément, c'est au niveau de la performance. Donc, on est responsable, comme on est responsable du budget, bien, on est responsable de l'utilisation de la dépense de ce budget-là en cours de projet jusqu'à la livraison. Donc, c'est la performance financière qui est associée à ça. C'est les 3 éléments que je dis en grand, à 10 000 pieds de recul, voici 3 éléments qu'on fait au quotidien. Cool. Oui, vas-y. Puis si on embarque un peu, peut-être on a parlé un peu de l'équipe déjà, fait que continuons peut-être un peu là-dessus. Comment est-ce que l'équipe est structurée? Est-ce que c'est toi, puis là, tout le monde se rapporte à toi? Est-ce que tu es directeur, directrice? Comment ça fonctionne? Dans les équipes, on veut toujours créer... pour moi, en tout cas, je veux créer des niveaux. Différentes raisons. Une des raisons, c'est on peut voir des gens grandir à travers ces niveaux-là, donc continuer à se développer. C'est important d'avoir l'impression qu'on est en train d'évoluer dans l'emploi où est-ce qu'on est. Puis aussi, parce que quand on se retrouve avec des grandes équipes, on ne peut pas se retrouver avec 25 personnes qui se rapportent à nous. C'est juste pas viable. Alors, la façon dont moi je l'ai fait, il y a 6 personnes qui se rapportent à moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé deux pôles, mais 2 personnes. J'ai une directrice puis une superviseure qui est à 2 doigts d'être une directrice, fait que je les considère comme mes 2 directrices, puis chacune a 2 personnes qui se rapportent à elle. Fait que moi, ça me permet d'avoir l'overview de tout ce qui se passe sur le compte en parlant à 2 personnes. Et elles, ça leur permet d'avoir des équipes qui se rapportent à elles et de pouvoir suivre de façon plus diligente les projets. Parce que comme ça, moi, je les suis. En gros, à chaque fois que tu montes d'un niveau, t'as un peu moins les mains dedans. Fait que j'ai plus les mains dans le projet, j'ai plus les mains dans la stratégie puis dans le relationnel auprès des clients. Fait que si je comprends, tu as dit t'as 6 personnes, fait que ça veut dire que tes mini-équipes sont composées comme ça, c'est ça? Directeur, directrice, superviseur. Alors, oui, puis après ça, si tu arrives dans les différents rôles, parce qu'effectivement, je t'ai donné la structure à haut niveau. Si j'arrive dans les rôles, j'ai 2 directrices, puis j'ai des conseillères. Après ça, on peut y aller de différentes façons. Moi, j'aime bien, pas pour créer des rôles, juste pour créer des rôles, mais vraiment pour pouvoir permettre de cheminer. Donc, tu as une entrée, tu peux rentrer en tant que coordo. Fait que ça, c'est quand coordonnateur, coordonnatrice, quand tu commences. Quand tu grandis, tu passes à conseillère ou chargé de projet. Souvent, quand tu es plus posé dans le numérique, tu es un chargé de projet parce que les façons de travailler ou de livrer du numérique sont pas exactement les mêmes que des façons de livrer du traditionnel ou des campagnes 360. Fait que il y a comme une petite dénomination un peu différente. Après ça, tu peux passer à superviseur si c'est nécessaire. Fait que superviseur, c'est pas des directeurs, mais ils commencent à avoir de la gestion d'équipe. Donc, ils sont superviseurs d'une équipe. Puis après ça, tu as directeur.
Au-delà de directeur, tu as chef de groupe. Donc, OK. Puis ensuite, tu as VP. Fait qu'à chaque fois, tu as des gens qui se rapportent à toi. Donc, quand tu es superviseur, tu as des conseillers ou des coordos. Quand tu es directeur, tu as des conseillers, des coordos. Ou des superviseurs. Puis quand tu es chef de groupe, tu as des directeurs, etc. Puis selon ensuite la taille de l'équipe puis des besoins clients, bien, ça grossit soit en hauteur, soit en largeur. Mais en général, c'est mieux de grossir en largeur parce que sinon, ça coûte trop cher. Oui, puis j'imagine à un moment donné, ça peut devenir un peu encombrant là, d'avoir trop de niveaux aussi. Là. Oui, c'est ça. Fait que, il faut le juger. Moi, j'ai une directrice, j'ai une superviseure qui va passer très prochainement directrice. Puis elle, c'était justement, c'est qu'on le sentait, mais on voulait pas la pitcher tout de suite à titre de directrice. On voulait lui donner le temps de grandir, mais on sentait qu'elle s'en allait là. Fait qu'on a créé pour elle le rôle de superviseur, justement, pour qu'elle sente aussi qu'elle était dans cette évolution-là. Puis qu'elle voit qu'on croyait en elle pour sa croissance puis son développement. Cool. Et puis, ben là, évidemment, là, j'ai plein de questions qui mais je vais me calmer. Puis une à la fois. Tu dirais que c'est une structure assez typique d'un département ou un groupe service conseil, ou est-ce que tu vois ça est-ce que c'est une structure assez typique ou est-ce que tu fais les choses un peu différemment? Non, au niveau de la structure, c'est assez typique. Okay. C'est l'entrée à titre de coordo, puis ensuite de cheminer pour se rendre jusqu'à directeur ou chef de groupe ou ensuite VP, c'est assez typique. Puis après ça, selon les préférences, il y en a qui décident aussi de rester à certains niveaux. Moi, je connaissais des gens qui disaient, ben écoute, je pourrais continuer à grandir, mais j'aime ça. J'aime ça rentrer, gérer mon projet, avoir les deux mains dedans. Après ça, j'ai des personnes au conseil qui sont passées à la production. Moi, j'aime ça produire, j'aime ça être en shoot télé ou être en shoot photo, faire ce genre de choses-là. Puis ils sont passés de l'autre côté parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quand tu es en conseil, comme tu es l'organisatrice, ben après ça, tu peux regarder puis partir. Est-ce que je pars en production? OK, ben moi, je réalise que oui, je suis une organisatrice ou je suis un organisateur, mais je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Y a-t-il une opportunité de partir en stratégie, puis d'y aller de se trouver le bon endroit parce que c'est pas toujours facile. On pense qu'on sait ce qu'on veut, mais ça évolue. Plus on travaille, plus on est capable de peaufiner non seulement nos expertises, mais ce qu'on a le goût. Fait que je pense que c'est ça. Mais pour revenir à la question initiale, la structure est relativement semblable dans toutes les agences. Non, mais c'est bon. Puis il y a quelque chose que je trouve super intéressant parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup pensé pendant ma carrière. C'est cette idée que, bon, au fur et à mesure que ta carrière avance, faut nécessairement que tu augmentes que tu montes dans la hiérarchie, si tu veux. Puis je trouve que c'est fun de dire que tu vois du monde qui, eux, ils disent non, j'aime ça, gérer mon projet, puis être ici, puis faire ce que j'ai besoin de faire. Puis la réalité, c'est que pas tout le monde qui est capable de gérer des équipes. Ça prend certaines compétences propres à certaines personnes l'ont pas. Mais des fois, tu as tellement l'impression que tu n'as pas le choix. Hein. Fait que je trouve que c'est fun que tu vois ça. Puis, est-ce que tu l'encourages quand même? Ben moi, oui. Moi, je suis tout à fait ouverte. Dans la vie, OK, puis ça, je le dis à mes équipes régulièrement et depuis très longtemps, on passe 10, 40 heures, 35 heures, 50 heures au travail, 55 heures au travail, il y a des grosses semaines. Il faut toujours en donner plus, on le sait, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Donc, on passe énormément de temps au travail. Si on commence à faire des choses qui nous plaisent pas ou qui nous rongent à l'intérieur, il y en a qui veulent pas des postes de gestion parce qu'ils veulent pas cette responsabilité-là, puis c'est tout à fait honnête. Puis je pense que c'est important pour l'employeur et l'employé d'être capable de le reconnaître. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais, puis on en a déjà parlé et j'en reparlerai tout le temps. Pour moi, c'est important qu'à titre de gestionnaire, je sois capable d'avoir ces conversations-là avec mes équipes. Tu sais, oui, j'ai des conversations de quotidien, clients, rush à faire, projet à livrer, échéancier, budget. Oui, j'ai ce quotidien-là, je les ai. Mais j'aime prendre le pas de recul puis de m'asseoir avec eux puis de dire, OK, si on sort des projets, puis j'essaie de faire ça aux 3 mois, c'est pas toujours possible, mais j'essaie de faire ça aux 3 mois, mais de dire, si on sort de projet, si on regarde, toi, formation, développement, où est-ce que tu veux te rendre? Comment est-ce que tu veux y aller? Qu'est-ce qu'il te manque? Est-ce qu'on te soutient adéquatement? Est-ce qu'on te permet d'y aller? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en tant qu'employeur comme en tant qu'employé pour que tu te rendes là? On a souvent ces conversations-là aux évaluations, mais je trouve que juste une fois par année, c'est pas assez parce qu'on le met pas suffisamment en place ou c'est dur d'évoluer juste une fois dans l'année. Fait que j'essaye d'avoir ces conversations-là 4 fois par année. Des fois, je me dis, il faudrait même que je le fasse plus, mais je me dis au moins 4 fois par année, c'est déjà ça de prix. Puis juste
juste de parler de développement, c'est important parce qu'il y en a qui vont dire « je veux rester où est-ce que je suis », puis il y en a d'autres qui vont dire « ben écoute, dans un horizon de 2 ans, je veux monter, je veux être loin là-bas ». Fait que, comment est-ce qu'on le fait pour leur permettre d'y arriver? Mais c'est fun, puis c'est fun que tu mettes de l'emphase dessus, puis effectivement, une fois par année, il y a tellement de choses que, mettons que tu fais ça au mois de mars, là, si on prend cette année, par exemple, il y a beaucoup qui a changé entre mars. Alors, on l'a fait en février, puis on se retrouve en septembre. Je suis plus du tout au même endroit. Non, c'est ça. Puis après ça, il y en a qui ont déménagé, OK, mais là, qu'est-ce qui se passe si jamais je dis on retourne au bureau? Est-ce que toi, tu reviens au bureau? Fait qu'il commence à y avoir encore plus de raisons de s'asseoir puis d'avoir ces conversations de futur. Puis on a des nouvelles générations aussi qui veulent des nouvelles choses. Est-ce que tout le monde est un workaholic? Est-ce que tout le monde veut travailler son 50, 60 heures semaine? Est-ce qu'il y en a qui veulent se dire, attends, non, moi, je suis à l'aise avec un 35 heures, point. J'adore l'industrie, mais je veux limiter mon nombre d'heures. Est-ce que ça, c'est possible? Comment c'est possible? Fait qu'il y a toutes sortes de questionnements au niveau de la gestion d'une équipe et au niveau de la gestion d'une agence qu'on a besoin de prendre en compte quand on gère. C'est des humains qu'on gère, puis je suis dans une entreprise, je suis une agence, mais c'est une entreprise de service. Donc, c'est beaucoup basé sur les compétences des gens dans mon équipe. Le projet est aussi bon que la personne qui le livre. Effectivement. Puis, c'est intéressant parce que tu disais justement, il y a quelques instants, des fois, tu as des grosses semaines et tout ça. Est-ce qu'il y a plus en plus un intérêt pour avoir un équilibre, là, appelons le fameux work-life balance? Est-ce que, puis même toi, évidemment, à titre de VP, c'est sûr que tu es occupé aussi, que tu as tes grosses semaines. Est-ce que tu encourages le work-life balance? Est-ce que tu as des trucs, comment tu t'approches ça? Oui. Écoute, je me rappellerai toujours, dans mes premiers emplois, c'était work hard, play hard, fait que c'était toujours en train de, on était toujours dans l'action, il n'y avait pas un moment de pause. J'ai fait ça une partie, j'ai fait des grosses semaines, je pense, pour moi, c'est important, puis c'est ça que j'essaie d'inculquer autant que possible à mes équipes. Pour moi, c'est important. L'équilibre vie-famille, c'est essentiel. On a besoin de travailler. On a besoin de se ressourcer. Je pense qu'on est aussi bon qu'on a l'énergie de donner aussi. Il y a beaucoup d'éléments qui font en sorte qu'on est bon, puis il faut qu'on ait l'énergie de réfléchir et de travailler. Il y en a qui sont à l'aise avec des plus grandes charges, il y en a qui sont plus à l'aise avec des plus petites charges. Ça aussi, ça fait partie de l'évaluation des équipes, ça fait partie de la réflexion. Est-ce que j'ai les bonnes équipes pour livrer les bons projets? Est-ce que tout ce que je leur demande, c'est des rushs pendant des périodes clés, puis après ça revient à une normale? Est-ce qu'ils sont en rush en permanence? Et tout ça, c'est à titre de gestionnaire, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte. Mais pas d'équilibre, ça finit à avoir des gens qui vont brûler. Puis des gens qui brûlent dans une boîte de service, c'est dur. Oui. Tu sais, c'est dur. Puis ailleurs, partout ailleurs, don't get me wrong, là, c'est pas plus facile pour c'est pas plus facile pour la personne qui brûle, peu importe le milieu, mais quand tu vends des services puis que tu dépends de ces personnes-là, c'est difficile de les avoir qui burn out parce que tu les as trop utilisés ou que même, parce que des fois, c'est pas juste l'employeur qui les a trop utilisés, c'est l'employé qui connaît pas ses limites. Et c'est là que dans les conversations, il faut qu'on les ait. Il faut qu'on soit capable de le dire, écoute, là, j'ai l'impression que tu en as trop, là, j'ai besoin que tu prennes une pause. On me l'a déjà dit, puis ça m'a beaucoup, je m'en rappellerai, tu sais, en me disant, OK, là, Gaëlle, là, là, faut que tu prennes un pas de recul parce que je sens que tu es à la limite d'exploser, puis pour moi, c'est important maintenant de garder les yeux ouverts là-dessus. Fait que, tu sais, c'est d'avoir ces conversations-là avec mes employés. Tu sais, je te sens un peu on edge. Est-ce que je me trompe ou pas? Ouais. C'est correct de l'être. C'est correct de prendre des jours de congé. C'est pour ça qu'on a des banques de congé ou des journées maladie ou du personnel. Je préfère te perdre pendant 3 jours puis que tu te ressources que de te perdre pendant 2 semaines plus tard. Ouais. C'est toujours un peu ça. C'est quoi les meilleurs équilibres pour y arriver quand tu fais de la gestion d'équipe? C'est pas facile, mais c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est bon, t'es à la bonne place. Ouais. Mais est-ce que tu remarques qu'il y a genre des changements, tu mentionnais des nouvelles générations, etc. Est-ce que tu remarques vraiment des tendances générationnelles? Est-ce que c'est plus, quand on est jeune, on connaît moins ses limites, etc. Ou c'est vraiment un peu all over the place? Pour être honnête, je vois plus les changements je vois plus les variations par personne que par génération. Okay. Et c'est peut-être parce que le monde des agences a des générations très jeunes. Je veux dire, moi, mes équipes ont quoi? J'ai 6 personnes, puis ils ont toutes moins de 35 ans.
Tu sais, fait que peut-être que j'ai juste une génération là, fait que j'ai la misère à avoir mon gap générationnel. Il y a deux choses là, c'est qu'un, c'est beaucoup des personnes qui sont assez jeunes, qui sont en agence, souvent, tu sais, qui cheminent là-dedans. Après ça, surtout dans les équipes, quand tu arrives au conseiller ou coordo, c'est des postes d'entrée, fait que c'est des personnes qui sortent de l'université ou qui ont 1 ou 2 ans d'expérience avant. Puis les agences, c'est un milieu où est-ce que tout le monde le sait, c'est un milieu qui va très rapidement, puis il faut suivre le rythme, puis il y a beaucoup de choses qui se passent rapidement. Fait que tu te retrouves avec des gens qui, quand ils postulent, sont quand même au courant de l'industrie dans laquelle ils postulent, puis du milieu dans lequel ils postulent. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là entre les besoins de base, les besoins après ça dans le temps, les envies puis les défis recherchés, puis les livrables et c'est l'équilibre au milieu de tout ça. Fait que non, je pourrais pas dire que c'est générationnel. Je pense que c'est par employé, mais j'essaie d'être consciente de cet équilibre-là parce que moi, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, j'essaie d'apprendre de mes erreurs ou de mes situations puis d'être capable de l'appliquer sur mes équipes. Cool. Puis si on reste un peu sur la thématique de l'équipe, justement, tu nous as parlé un peu tu as tes rencontres, tu essaies d'avoir tes rencontres au corps, etc. Mais est-ce que tu as d'autres routines ou d'autres types de rencontres que tu établis de façon régulière, etc.? Comment tu structures un peu tout ce qui est rencontres, etc.? Ben, écoute, d'habitude, je faisais énormément d'informels. Mon équipe, on était tous assis pas loin, fait que je faisais beaucoup d'informels, fait qu'il y avait un côté social, il y avait un côté, tu fais de l'informel, tu parles de quelque chose, tu penses à un projet, tu règles quelques petites choses de projet, puis tu passes à autre chose, fait que je le réalisais moins, ce que j'étais en train de faire, puis tous les touch base, j'avais mes statuts avec mes 2 directrices, puis après ça, les directrices s'occupaient des équipes, puis moi, j'arrivais ponctuellement quand c'était nécessaire. OK. Là, avec COVID, où tout est super beau en vidéo, puis on commence à être vraiment habitué de se voir en vidéoconférence, ça change énormément les choses. Fait que je fais encore mes statuts avec mes leads maintenant parce que des fois, c'est moi la lead sur des comptes. Je fais des statuts avec des conseillers aussi pour être capable justement d'être au courant des projets si jamais les clients m'appellent. Okay. J'essaye, tu sais, au début, on a essayé de s'organiser des lunchs informels, on a essayé de s'organiser des rencontres. Puis là, la routine que j'ai établie, c'est que je parle à pratiquement tout le monde dans mon équipe de façon individuelle ou en petits groupes. Puis une fois par semaine, maintenant, je fais une vidéoconférence, 1 heure, 1 heure et quart, puis chacun est responsable de parler pendant à peu près 5 à 7 minutes des projets sur lesquels il travaille. Parce que ce qu'on faisait de façon informelle, de partager nos connaissances, ben maintenant, j'essaie de l'organiser parce que tu apprends de ce que tu fais, mais tu apprends de ce que les autres font. Puis ce que quelqu'un t'a dit qu'elle a fait, peut t'aider, toi, dans ton prochain projet. Tu le sais pas encore, mais juste l'entendre peut t'aider à gérer différemment ou à voir les choses différemment. Fait que maintenant, c'est peut-être pas assez, 1 heure par semaine. Peut-être que je devrais le faire 2 fois par semaine, mais c'est ce qu'on a commencé à faire comme routine depuis, ça doit faire 4 mois maintenant que je l'ai organisé. Puis ce qui me fait dire que probablement, si un jour on retourne au bureau de façon plus formelle, ben je vais la garder, cette routine-là. Parce que comme ça sera le fun de façon formelle de continuer à savoir qu'est-ce que les gens font. Comment y a-t-il des connaissances qu'on est capable de se partager? Mais c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'appels conférences. Puis moi, je fais plus, je fais plus d'appels téléphone. Tout est en vidéo. C'est en vidéo, oui. Besoin de voir des gens. Mais je suis dans je suis dans un milieu de discussion. Je discute avec mes amis, avec mes collègues, qui sont des fois des amis, des fois j'ai plus de collègues, ça varie. Fait que je discute avec collègues, je discute avec, que ce soit mon équipe ou interdiscipline, je discute avec mes clients, fait que je parle 8 heures par jour. Cool. Au moins. Nice, mais j'aime beaucoup comment tu as adapté un peu ce que tu faisais avant, puis tu as essayé de rajouter la structure, puis c'est peut-être un apprentissage, pas un apprentissage, mais une évolution que tu vas continuer, peu importe que ce que l'avenir nous apporte. C'est intéressant. Oui, ça fait partie du défi de la gestion à l'heure actuelle. Tu sais, le service conseil, comme j'ai dit, il y a les 3 piliers. C'est client, performance financière, puis chef d'orchestre, livraison. Plus on monte, moins on a le côté chef d'orchestre parce qu'on n'est plus vraiment les organisateurs. Là, j'ai des conseillers, conseillères qui font l'organisation des projets. J'ai plus besoin de faire ça. Là, je fais de l'organisation à plus haut niveau, je suis plus stratégique, je suis plus business. Je le vois un petit peu différent. Puis non seulement je le fais pour mes clients, mais je le fais de plus en plus pour l'agence aussi. J'ai un rôle de gestionnaire au sein de l'agence. Fait que gestionnaire, oui.
c'est sûr que tous ces apprentissages-là que je fais en temps de COVID, il va falloir que je regarde comment on les garde post-COVID, mais c'est aussi c'est toutes les réflexions de dire, maintenant on est au bureau, on n'est plus au bureau, on était au bureau à temps plein avec quelques journées de travail de la maison une fois de temps en temps, qui était comme un demi-congé, tu sais. Oui. Parce que t'as pas tant besoin de te réveiller, il n'y avait pas de vidéo, fait que tu pouvais ne pas voir les gens de la journée. Il y avait un côté un peu sympathique à ça. Oui. Complètement à la maison, avec une fois de temps en temps, parce que les bureaux sont pas fermés, où est-ce que tu peux aller au bureau juste, tu sais, pour te changer d'air, puis tu portes du maquillage une fois par semaine pour le plaisir de justement pas être dans ton mou tout le temps. Oui. Puis là, ça va être justement, c'est quoi cet équilibre entre les deux? Puis je pense à titre de gestionnaire, que ce soit en agence ou en entreprise, on est tous en train de se poser la question, c'est quoi le retour? Puis là, il y a toutes sortes de « Ah non, les gens voudront plus du tout retourner au bureau. Ah non, les gens vont vraiment vouloir retourner au bureau ou les gens vont vouloir l'équilibre entre les deux. » Ça va être à nous à le bâtir puis à le gérer adéquatement quand on se retrouvera là. Quand on se retrouvera là. Mais c'est toutes sortes de questions que je trouve très intéressantes à titre de gestionnaire. Parce que le bien-être des employés fait en sorte que l'entreprise peut prospérer. Parce que quand tu es engagé, tu mets les heures, puis tu mets l'énergie, puis tu mets l'intelligence en arrière de ce que tu es en train de faire. Fait que ce soit produit ou service, c'est ça qu'il faut. On a besoin de cette intelligence-là, donc on a besoin d'employés qui sont sains. Mais on est peut-être un peu sorti du monde des agences et de ce que je fais, mais un peu plus dans ma tâche de gestion. Mais ça m'intéresse, j'aime ça beaucoup, avoir ces réflexions-là, parce que je trouve que c'est important de... Tu as parlé d'équilibre vie-famille, je trouve que c'est important, le côté de développement, on passe 40 heures au travail au moins, c'est important de sentir qu'on est utile puis qu'on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on a du fun dans notre quotidien. Oui. Non, c'est ça, c'était vraiment intéressant parce qu'effectivement, tu sais, puis tous les employés veulent se sentir utiles, comme tu dis, puis de sentir qu'on évolue. Fait que c'est important de mettre ces mécanismes en place pour pouvoir les aider. C'est sûr qu'il y a un élément qui vient d'eux autres aussi, mais il y a quand même un élément comme qui est un peu dépend de toi, là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu ça que je dis aussi quand je les rencontre au quart, hors des évaluations, c'est de dire, écoute, ton employeur est responsable de ton développement au même titre que tu es responsable de ton développement. Ouais. Si tu ne mets rien en place et si tu attends que quelqu'un te donne les choses, tu ne l'auras jamais. Si tu bouges puis tu fais des choses pour que ta carrière bouge ou que ça se déplace ou que tu t'es vocal au moins au niveau de ce que tu veux, c'est sûr que ça va finir par se faire. Mais pour ça, la responsabilité de l'évolution d'une carrière puis du bien-être au travail n'est pas juste à l'employeur. C'est à l'employeur et à l'employé. Cool. Et puis, on va revenir sur ce sujet-là vers la fin de la conversation, mais je veux savoir, si on retourne un peu dans ton rôle de VP, ce serait quoi, c'est quoi les plus gros challenges que tu vois? Fait qu'évidemment, en ce moment, il y a tous les challenges de comment est-ce qu'on virtualise nos rencontres, puis à quoi ça va ressembler dans les semaines ou les mois ou les années à venir. Mais sinon, à part ça, c'est quoi les plus gros challenges que tu rencontres ou que tu vois ou que tu as ou quoi que ce soit? Qu'on vit au quotidien, c'est un peu COVID, pas COVID, c'est un peu ça. On est une entreprise de service. Fait que le plus grand défi, c'est rétention-acquisition. Je pourrais être en produit, puis mon plus grand défi, ce serait rétention-acquisition. Ça demeure rétention-acquisition de clients, etc. Donc, il y a un côté qui est une grande responsabilité du service conseil. C'est justement comment est-ce que je continue à livrer ce que mon client attend, comment je vais au-delà. Tu sais, des fois, on pense à des idées ou des stratégies qui seraient bonnes pour des clients. Fait comment est-ce que je fais ce qui est entendu, puis comment j'offre le plus ou l'extra qui vaut la peine qui reste avec nous pour être capable de livrer. Parce que ce que moi, je vais offrir leur permet à eux d'atteindre leur KPIs. Fait comment est-ce qu'on trouve cet équilibre-là entre les deux? OK. Fait qu'il y a ce volet-là. Puis l'autre volet pour moi qui est encore très important, c'est comment je m'assure que non seulement moi, mais que mes équipes sont en train de livrer de la qualité. Tu sais, que le contrôle de qualité, que les attentes par rapport aux conversations clients, aux projets livrés, etc., soient les mêmes pour mes équipes qu'elles sont pour moi. Fait que comment est-ce que je les coach ou je les soutiens pour qu'eux comprennent ça puis soient capables de monter avec et de livrer au niveau que je m'attends à ce qu'ils livrent. Parce que j'ai beaucoup d'attentes pour moi, fait que je me permets d'avoir des attentes pour eux, mais pour qu'ils soient capables de répondre à ces attentes-là, il faut aussi que je leur montre comment y arriver. Je peux pas juste leur dire « j'ai beaucoup d'attentes pour vous, livrez, merci, bonsoir ». Fait que ça marche pas comme ça. Fait que pour moi, il y a beaucoup deux éléments. C'est acquisition, rétention de clients, puis ensuite livraison de projets.
Puis, tu sais, c'est sûr que ces deux éléments-là, c'est très analytique. Je les prends vraiment à pas de recul. Parce qu'après ça, quand tu arrives dans la livraison de projet, je dis j'ai des attentes pour mes équipes, mais c'est pas juste mes équipes. Mes équipes doivent fournir les bonnes informations pour que la stratégie puisse livrer de façon adéquate. Puis les deux ensemble vont aider pour que la création soit capable de livrer de façon adéquate. Puis après ça, c'est le travail des trois ensemble pour peaufiner tout ce qu'on a besoin de livrer puis être capable de rentrer en production. Fait que il y a je parle de moi ou je parle de mes équipes, mais il y a une très belle collaboration. C'est pas du tout en silo. C'est vraiment tout le monde ensemble pour être capable d'y arriver. C'est juste que chacun a des leads. Fait que, tu sais, j'ai plus de champs d'action sur mes équipes directes. Mais c'est important pour moi, toutes ces conversations-là que j'ai avec mes équipes, ben, je les ai avec mes collègues aussi. Parce qu'on veut la même chose. On s'en va dans la même direction. Fait que comment est-ce qu'on est capable d'y arriver? Fait que, moi, je les prends d'un côté livraison puis relation, mais dans ma livraison, je les prends aussi sur quels sont les outils qu'on permet d'avoir à ces autres équipes-là qui nous permettent de livrer. C'est quoi cette collaboration puis cette relation que tu crées entre les équipes? Cool. Et puis, ben, un peu sur ce point-là, c'est comme, évidemment, tu nous parles beaucoup du relationnel, etc., de l'aspect relationnel, mais est-ce qu'il y a des métriques, des données, des chiffres que tu regardes de façon régulière? Est-ce que, ou est-ce que c'est un poste ou une industrie qui reste très relationnelle? Puis, j'essaie de faire un parallèle un peu avec peut-être les VP marketing, etc., qui, eux, vont le nombre de leads générés, etc. Est-ce que toi, tu as des données que tu suis quotidiennement, hebdomadairement ou quoi que ce soit? Il y a deux éléments là-dedans. Il y a les données d'agence, à titre de gestionnaire d'agence. C'est quoi mes chiffres, mes indicateurs de performance, etc., mes leads, comme tu as dit, j'ai comme une VP marketing en entreprise. Moi, je suis une VP marketing en entreprise parce que je suis la VP marketing en gros. J'exagère un peu, là, mais c'est ça que je fais à l'interne de l'agence. OK. Fait que j'ai ces mêmes-là. Mais après ça, c'est là que je parlais en dualité, c'est que mes indicateurs de performance, mon data à succès dépend de ma relation client. Quel est l'objectif de mon client? Parce que cet objectif-là de dire j'ai besoin d'augmenter mes ventes d'un certain pourcentage, j'ai besoin d'augmenter le trafic d'un certain pourcentage, j'ai besoin… Tout ça, c'est mes indicateurs de performance parce que mes campagnes sont intimement liées à ce qui est en train de se faire. Fait que leur performance ne dépend pas que de ce que je fais parce qu'ils font beaucoup d'autres choses de leur côté, mais je suis responsable de ça. Puis, ça fait en sorte qu'avec certains clients, par exemple, on parle d'une rémunération basée sur la performance. Fait que là, justement, c'est est-ce que ce que moi j'ai fait, ce que j'ai livré t'a aidé à aller plus loin? Mais oui, mes indicateurs de performance varient selon les clients, mais sont essentiels. Si moi, j'ai des idées additionnelles, tu sais, je parlais tout à l'heure de valeur ajoutée qu'on amène aux clients, c'est qu'à chaque fois, je les prends en me disant, OK, ben tel client, je sais que ses objectifs d'affaires, c'est de faire ça. Fait que est-ce que cette valeur ajoutée leur permet de continuer à faire ça? Oui, non. Est-ce que c'est un test? Est-ce que je leur recommande de faire ce test-là pour voir si c'est une stratégie ou une création, une idée, une innovation qui nous permettrait de se rendre là? Fait que pour moi, toute la rigueur associée au succès d'affaires de mes clients est quelque chose que mes équipes doivent mettre en place, doivent comprendre et mettre en place parce que leurs métriques deviennent mes métriques. Parce que sans ça, moi, sans ça, ils m'évaluent. Oui, ils vont m'évaluer sur le relationnel, mais ils m'évaluent sur la performance qu'eux, ils ont. S'ils n'ont pas de performance puis que je ne suis pas en train de les aider à aller en chercher, I'm down. C'est fini. Ils vont se trouver un partenaire qui va le faire. Oui. OK, c'est intéressant. Puis c'est ça parce que c'est vrai que tu es dans un monde d'agence, donc c'est ça. Je trouve que c'est intéressant que tu suis la performance de chacun de tes clients. Ou de tes clients, je devrais dire, pour pouvoir parce que c'est vrai, leur succès, c'est ton succès, là, finalement. Oui, puis c'est ça. Fait que quels sont. Puis on fait des planifications annuelles, puis souvent, c'est des touch base aux 3 mois aussi sur les planifications. Puis avant chaque nouveau projet, on regarde quels sont les objectifs. Qu'est-ce que tu es capable de me chiffrer? Comment tu es capable de me le chiffrer? Quels sont les objectifs qui sont associés? Fait que j'ai des clients qui vendent des produits, puis on a des chiffres. On s'attend qu'après cette campagne-là, on ait monté de temps au niveau des ventes, etc. Il y en a, on a besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Fait qu'on veut, avec ce lancement de produit-là, être capable d'aller rayonner de telle façon. Fait qu'on a des chiffres avec chacun d'entre eux.
Puis après ça, fait que pour moi, il y a ça. Puis après ça, il y a l'autre côté aussi de faire une petite veille concurrentielle. OK, ben qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles chez mon client? Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles chez les compétiteurs de mes clients? Fait que je suis souvent en train de lire des articles. J'ai une quantité phénoménale de Google Alerts qui rentrent aussi parce qu'il faut qu'on soit à jour. Je connaîtrais jamais mon client de la même façon qu'eux se connaissent. J'aurais jamais les mêmes contraintes à respecter, la performance, parce que eux, ils vivent leurs produits, ils vivent leur outil. Fait qu'ils ont plusieurs initiatives pour réussir à atteindre leurs chiffres ou leurs objectifs. Moi, je suis une des parties de ça pour être capable d'y arriver. Fait que je connaîtrais jamais le produit et j'aurais jamais le même poids de performance, mais j'ai besoin d'en avoir de la même façon parce que eux, s'ils ont ce poids, ils me le donnent aussi parce qu'ils ont besoin que moi, je livre pour les aider à aller plus loin. Puis si je livre pas pour les aider à aller plus loin, je suis pas le bon partenaire. Ouais. Ah, cool. Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais... je te réinviterai puis on fera. On parlera d'autres choses en détail. C'est bon, mais écoute, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais j'aimerais, je veux vraiment qu'on parle aussi de tout ce qui est carrière, surtout que tu as mentionné tantôt que l'évolution de sa carrière, c'est aussi la responsabilité de chaque employé. Fait que je voulais parler un peu plus de ton expérience à toi, si tu me le permets. Mais commençons peut-être un peu avec pourquoi tu as choisi le marketing, la publicité, d'où ça vient, ça? Il n'y en aura pas toujours des faciles. Comme moi, je dis, des fois, on choisit son cheminement. Je suis rentrée à l'université en biologie. Moi, je m'en allais en biologie marine, potentiellement en physiothérapie. C'était pas clair. Je savais pas, j'ai fait des sciences pures, fait que je savais pas très bien dans quoi je m'en allais. J'ai été voir un orienteur après 1 an et demi d'université, puis là, pour tout chambouler puis être capable de reprendre le fil. Et c'est là que je me suis retrouvée en marketing. Puis même au début, en sortant du marketing, j'avais vu plein de choses, mais concrètement, je savais pas ce que ça signifiait. Tu étudies des choses, tu fais des petits plans, puis des coms, etc. Puis c'est le fun, mais dans mon quotidien, ça veut dire quoi? Fait que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai réalisé que j'étais bonne en organisation. Fait que je suis même rentrée en événementiel pour commencer. Fait que j'ai fait 7-8 ans d'événementiel. Puis, c'est en réalisant que l'événementiel était vraiment une partie toute petite de ce que c'était que du marketing ou de la publicité que j'ai réalisé que je voulais faire grandir ça puis le faire grandir. Et donc la publicité, pour moi, c'était déjà l'étape pour le faire grandir. Et puis, j'adore le milieu dans lequel je travaille. La créativité qui est associée à ça. Je parle à des gens tout le temps. J'aime ça, parler à des gens. Je suis bonne dans les discussions, le relationnel. J'aime ça communiquer. Fait que ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fini par trouver le parcours que j'aimais. Fait que déjà, ça a été une chose de trouver la branche. Puis après ça, c'était toujours d'aller plus loin. Fait que commencer, prendre des responsabilités. Je suis quelqu'un qui dit oui beaucoup puis qui veut toujours en prendre. Là, il faut aussi apprendre à mettre des limites parce qu'on peut pas tout faire dans la vie. Mais c'était ce genre de choses-là. Fait que, participer à des pitchs pour être plus présente puis en gagner plus. Puis alors je m'impliquais beaucoup, pas tant au niveau du côté social, mais au niveau du côté travail, j'en voulais toujours plus. J'étais toujours prête à en prendre plus. Et puis, ça m'a fait amener justement différentes responsabilités. J'ai changé quelques fois d'agence. Des fois, c'était pour le rôle qui m'était offert. Des fois, c'était pour l'ambiance de travail. D'autres fois, c'était pour le client, parce que tu as des clients aussi qui peuvent être très attrayants sur lesquels on a le goût de travailler. Fait que ça a varié comme ça. Puis, j'ai eu les opportunités. Et un peu quand je suis passée au niveau VP, quand on a annoncé la promotion, ça a été dit d'une façon très claire en disant quelque chose comme, parce que il y avait personne au rôle à ce moment-là. Ça a été dit de façon très claire en disant, écoute, on avait besoin d'ouvrir ce rôle-là, puis on avait la personne parfaite, puis elle s'est positionnée un peu par elle-même, puis on l'a aidée ensuite à la positionner comme ça, mais c'est évident maintenant que ça devrait être cette personne-là qui prend le rôle parce qu'elle le fait en quelque sorte déjà sans l'avoir. Fait que, tu sais, il y avait une évidence, puis tout le monde m'a dit la même chose dans les équipes. Ben oui, c'était sûr que c'était toi, il y avait comme pas de doute. Fait que c'est pour ça qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté de l'employeur qui t'aide, puis il y a le côté de l'employé qui se positionne aussi, puis qui va chercher ce qu'ils ont le goût d'aller chercher. Fait que c'est le fun. Fait que ça ressemble à ça, tu sais. T'évolues d'un projet à l'autre. Et puis, est-ce que, tu sais, quand tu t'es dit la publicité puis tu as commencé en agence, est-ce
est-ce que tu as toujours eu cette vision, OK, VP est peut-être plus loin même un jour, ou est-ce que c'est peut-être venu un peu au fur et à mesure même ça aussi, c'est venu au fur et à mesure du temps? Je me suis toujours dit que je voulais grandir, que je voulais aller le plus loin possible. Puis plus ça avançait, plus je réalisais que gérer, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je me retrouve aujourd'hui, puis je regarde mes équipes gérer le projet, puis les échéanciers, puis je suis comme, je le fais aussi, mais pas de la même façon. Puis je suis très heureuse de leur laisser cette responsabilité. Il y a un côté genre been there, done that. J'ai trippé quand je l'ai fait, mais j'ai plus le goût de le refaire aujourd'hui. Là, j'ai d'autres réalités, j'ai d'autres timings, d'autres exigences. Puis ça me plaît énormément. Fait que je me trouve chanceuse parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de rôles où est-ce que j'étais complètement perdue, où je savais pas ce que je faisais. J'ai l'impression d'avoir eu une belle évolution où est-ce que j'ai toujours été chercher ce que j'avais le goût. Puis on a fini aussi par... C'est sûr, c'est pas juste, ça vient pas juste de moi. J'ai eu des employeurs aussi qui l'ont vu puis qui m'ont poussé dans cette direction-là. Fait que, tu sais, ça a été des beaux travails de collaboration avec différents patrons à droite et à gauche pour être capable de me faire évoluer, mais j'ai jamais eu l'impression de prendre un rôle dans lequel j'étais amenée à un échec ou quelque chose comme ça. Je me suis toujours trouvée dans des positions à succès ou à développement ou à apprentissage dans lesquels j'étais bien. Fait que ça pour moi, c'est une grande chance. Mais non, j'ai toujours voulu grandir puis aller plus loin, puis j'y arrive. Alors, je continue à avoir envie de grandir et aller plus loin. Ouais, mais c'est cool parce que c'est aussi, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, puis tu sais, que tu dis, je vais aller loin, mais tu sais, des fois, t'as pas le courage ou t'as un peu peur. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant que tu as réussi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit, que tu t'es positionné pour être vice-président, tu sais, quand la promotion a été annoncée. Puis tu sais, c'est peut-être si on finit un peu là-dessus, je risque d'avoir d'autres questions quand dépendant de ta réponse, mais si on finit un peu sur cette thématique-là, mettons, qui est comment est-ce que moi, auditeur là, ou personne en agence, est-ce que je peux justement me positionner pour être comme un peu le choix évident, si tu veux? Il y a toujours des façons de positionner, puis c'est là que pour moi, la communication avec que ce soit avec son patron immédiat ou la personne des ressources humaines est importante. Tu sais, il faut qu'en tant qu'employé, on soit capable de dire, OK, mais qu'est-ce que je veux? Puis des fois, c'est, je veux rester où est-ce que je suis pour un temps parce que je suis encore en apprentissage. Puis d'autres fois, c'est, je veux mon rôle de superviseur. Fait que comment est-ce que je l'atteins? Est-ce que, je l'ai mentionné que je voulais le rôle de directrice? Est-ce qu'ils sont au courant que j'ai envie d'avoir cette croissance-là puis qu'il m'en faut plus pour que je sois capable? Qu'est-ce que moi je fais pour leur montrer, leur dire? Parce que les mots, c'est le fun, mais c'est les actions aussi. Qu'est-ce que je fais pour leur montrer que je veux ce poste-là? Puis qu'est-ce qui me manque? Comment est-ce qu'on se soutient pour être capable d'y arriver? Fait que pour moi, il y a beaucoup d'éléments. Tu sais, il y a toujours des moments, des fois, des coups de chance. Je dis toujours, puis après ça, je dis des fois. C'est pas toujours. Mais il y a des coups de chance d'être des fois au bon endroit, au bon moment. Tu sais, on se le cachera pas. Mais souvent, ces coups de chance-là, d'être au bon endroit, au bon moment, surtout dans le niveau professionnel, c'est aussi parce qu'on l'a travaillé. Ouais. Fait qu'à l'externe, ils peuvent le voir comme un coup de chance, mais nous, là-dedans, on le sait que la chance a peut-être eu un petit rôle, mais le travail puis l'énergie qu'on y a mis un énorme rôle. Fait que pour moi, si un employé veut continuer à grandir, il faut qu'il en parle, il faut qu'il aille le chercher, il faut qu'il regarde les formations. À titre exemple, moi, je suis allée faire un DESS. Le DESS m'a aidé à passer du monde événementiel au monde de la pub parce que là, j'ai eu les deux mains dedans pendant 2 ans à temps partiel. J'ai rencontré des gens qui travaillaient dedans aussi. Fait que, tu sais, j'ai été stimulée de cette façon-là. Puis après ça, tu sais, il y a toutes sortes de mentorat, du coaching. Je veux dire, tout ça, ça se demande facilement dans des petites et des grandes organisations. Il y en a à l'externe de nos organisations qu'il faut aussi prendre en compte, aller regarder s'il y a toutes des formations ou des trainings ou du mentorat qui est ouvert. Puis si quelqu'un veut se développer, je pense qu'il y a beaucoup d'outils. Des fois, on réalise pas à quel point il y en a, puis il faut chercher un petit peu plus. Moi, j'ai fait du coaching, puis ça m'a énormément aidé. J'ai trouvé que c'était des façons d'apprendre. J'ai été coachée, puis j'ai trouvé que ça a été des façons d'apprendre extraordinaires. Fait qu'il y a ça aussi qui peut rentrer en œuvre, mais je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire ça. C'est important que l'employé soit capable d'en parler, puis c'est important qu'il soit capable d'avoir une relation de confiance avec son gestionnaire pour avoir les bons outils puis être capable d'évoluer au sein de sa carrière.
Puis je pense aussi, tu sais, si je prends un peu de ce que tu sais, ce que tu as partagé aujourd'hui, tu sais, je pense qu'aussi, faut pas hésiter un peu d'aller de l'avant aussi, tu sais, c'est-à-dire que bon, tu sais, si on veut être directeur, directrice, ben, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui pourrait peut-être faciliter la vie de ma directrice pour qu'elle voit, puis d'un, elle le sait que tu sais, je veux monter, mais de deux, elle voit que je suis prêt, puis que je prends l'initiative, etc. Oui, quelles sont les actions que je suis en train de mettre en place? Toujours de façon très respectueuse. L'idée n'est pas de dire je vais faire ta job à ta place, puis là, comme ça, je vais pouvoir prendre ta place, parce que ça marche pas. Ça finit toujours karma's a bitch, hein? Sorry. It's gonna come back. Mais oui, effectivement, de montrer, des fois, c'est de prendre de l'initiative, des fois, c'est de demander qu'on délègue des tâches ou des responsabilités, mais comme j'ai dit, c'est une communication avec ton gestionnaire pour être capable de voir qu'est-ce que je suis capable de faire de plus, puis comment est-ce que j'y arrive pour continuer à grandir, qu'est-ce qui me manque. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une agence qui avait, puis je m'en rappellerai toujours de ce document-là, qui avait monté un document qui montrait comment je passe de coordo à conseiller, de conseiller à superviseur, de superviseur à directeur, de directeur à chef de groupe. Puis il y avait vraiment un parcours de responsabilité puis d'évolution. Puis ça m'avait beaucoup marqué parce que c'est la base des évaluations qu'on fait annuellement, mais c'est justement qu'est-ce qu'il te manque pour monter à l'étape d'après? Qu'est-ce que signifie l'étape d'après? Puis pourquoi est-ce que tu n'y es pas encore? Ou pourquoi est-ce que justement on te donne la promotion parce qu'on considère que tu l'as atteint, cette étape-là? Fait que, ouais, c'est une question de compétence puis c'est une question d'expérience. Fait que comment est-ce qu'on va la chercher à titre d'individu au sein de l'organisation? C'est intéressant. Fait que si je comprends bien ou si je résume un peu, c'est que, bon, d'un, il y a un élément de patience. Comme tu dis, ça t'a pris longtemps quand même. Ben, longtemps. Ça t'a pris un certain temps à arriver au monde d'agence, puis c'est correct. Oui. De faire des détours. C'est aussi un peu une certaine conscience personnelle de savoir, ben, moi, non, je veux monter, ou je veux rester, comme tu disais tout à l'heure en début d'entretien, que, ben, en fait, peut-être moi, je suis confortable à ce rôle-là, puis je veux rester dans ce rôle-là, puis quoi que c'est ça. Fait qu'une certaine confiance, puis aussi, ben, comme on dit en anglais, un self-awareness, de savoir ce qu'on veut vraiment. Puis de deux, après, c'est dialoguer, puis partager, puis aller chercher de soi-même ce qu'on peut pour atteindre ce qu'on veut. Finalement. Oui. Ah oui, mais comme la majorité des choses, hein, il faut que tu prennes les choses en main si tu veux que ça arrive. Ta carrière en fait partie. Super bonne place où on peut terminer notre conversation parce que c'est vraiment un bon point. Écoute, merci beaucoup Gaëlle, c'était vraiment, vraiment apprécié, c'était vraiment le fun. Comme je te dis, on pourrait avoir une discussion complète sur tout ce qui est données clients, etc. Fait que on se reparlera de ça à un moment donné. C'est bien, parfait. En attendant, merci beaucoup Gaëlle, c'est vraiment apprécié. Merci de l'invitation, c'était un plaisir. Bye. Bonne journée, bye.